Ici, c'est donc le stock qu'on appelle maroquinerie et on fournit à la fois les petits artisans comme on fournit les plus grands. C'est une volonté politique de la maison, on préserve le savoir-faire et on ouvre les portes pour que le moindre artisan, le jeune créateur puisse approvisionner des pièces en petite quantité. Donc on vend aussi bien 2 boucles que 500 000 boucles. On est chez Maison Pourçain à Paris et depuis 1892, la Maison Pourçain travaille une matière qui s'appelle le laiton. Première partie de l'atelier, on est dans le pur jus du 19e siècle. Moi j'ai connu il y a 30 ans ce quartier-là. Il y avait beaucoup de sociétés comme ça, d'anciens fabricants. Aujourd'hui on est les seuls, on est entouré de bars très à la mode, d'anciens ateliers qui sont transformés en restaurants, etc. Moi je veux absolument maintenir l'entité Pourçain qui est là depuis 1892. Et c'est pareil pour le mobilier qui est d'époque. Alors il faut savoir qu'en 1892, on est dans le summum de la modernité. Bon, c'est vrai que ça a un peu vieilli, et moi je trouve que c'est un charme de fou, un charme de dingue. Je prends des risques à maintenir ça comme ça, mais ça fait partie, à mon sens, de l'identité de la maison Pourçain, et ça je ne veux pas qu'on y touche. Quand j'ai repris Pourçain, j'apprends à ce moment-là que du coup l'entreprise va complètement fermer, et donc à ce moment-là, je rencontre Jean-Marc Pourçain, et je lui dis écoutez monsieur Pourçain, ça va être un peu compliqué, parce que je crois que je vais vous embêter, mais il n'est pas question que cette entité disparaisse, passer devant la barre du tribunal de Paris. Je leur ai expliqué que j'étais dodé, mes intentions, préservées, etc. Et là, le tribunal, le juge m'a accordé la responsabilité de Pourçain. Et je suis très fier aujourd'hui, encore pendant 8 ans, d'avoir sauvé. 8 ans, c'est énorme. Et c'est là où d'ailleurs j'ai découvert que c'était très connu dans le monde du cheval. J'évoluais pas du tout dans le monde du cheval, je connaissais la maroquinerie. Et c'est avec le soutien notamment de grandes marques de luxe, effectivement, comme j'étais déjà avec eux, je leur ai dit écoutez, il faut relancer les machines, il faut relancer des productions importantes. Est-ce que vous voulez bien nous accompagner? Et ils nous ont accompagnés jusqu'à ce que l'inox arrive. Ici, l'atelier. Et c'est ici qu'on assemble, c'est ici qu'on cambre le fil, c'est ici qu'on fabrique les fameux ardillons de la maison Pourçain. Là aujourd'hui on n'a pas grand monde, mais en principe on est 5-6 personnes, parce qu'il y a une espèce de roulement qui opère. Puis là, avec les fêtes de fin d'année, il y a des congés qui se sont faits. Voilà un exemple de bobine de fil. C'est une bobine de fil laiton, donc il y a différents diamètres. Et avec ce fil-là, on va fabriquer des cadres. Donc là, c'est un cadre avec une certaine dimension. Donc c'est avec ça, on va donner une forme de cadre. Alors ça peut être des cadres plus grands. Et c'est pour ça que vous voyez plein de bacs dans l'atelier, où là, chaque pièce a été fabriquée avec le cambrage de fil. Et la maison Pourçain, indépendamment de la maroquinerie, a une très grande réputation. Et son premier savoir-faire, c'est l'équipement militaire, notamment au travers de la cavalerie. Pourquoi le laiton? Le cheval, c'est un animal fort. Il a une traction terrible. Donc vous pouvez facilement, auprès des matériaux, il faut quand même quelque chose de très résistant. Le laiton a répondu à ces exigences-là, notamment au travers de la fonte. L'acier, ça rouille. Le laiton, lui, ne rouille pas. Donc, il y a une durabilité au niveau du temps. Du coup, on rencontre dans la maroquinerie plutôt dans le secteur du luxe parce que c'est un métal noble. Et si c'est un métal noble, c'est aussi parce que c'est une maîtrise du patrimoine industriel français. C'est ce qui fait un peu le drame d'aujourd'hui. Quand on parle de l'inox qui, du coup, est en train de silencieusement supprimer le savoir-faire français, monsieur Pourçain m'avait dit, écoutez, voilà, à vous, je vous montre, comme vous êtes le repreneur, je vous montre le secret, la légende, et la légende, c'est ça. Cette machine fabrique ce fameux ardillon, maroquinerie, où il est légèrement cambré et surtout, il est biseauté. Alors c'est une machine du 19e qui les fabrique, cette machine fabrique des millions de pièces encore aujourd'hui. L'ardillon, vous l'avez sur toutes les boucles, on reconnaît un ardillon Pourçain parce qu'il est toujours biseauté au bout. Alors biseauté, c'est parce qu'il est tranché comme ça. Or ça a un sens, c'est pas qu'esthétique, c'est que dans le monde du cheval, les types quand ils mettaient le harnais, hop, grâce au côté pointu et cambré, faisait que du coup quand ils anarchaient leurs chevaux, hop, dès que l'ardillon était là, clac, ils le faisaient d'un coup de main. Et dans le luxe, encore aujourd'hui, vous avez ces produits-là, on reconnaît le produit Pourçain grâce à ça. On reconnaît une boucle Pourçain grâce à son ardillon. On sait la référencer, notamment dans le luxe, on la reconnaît grâce à l'ardillon. C'est avec cette machine-là que M. Pourçain, dans les années après la guerre 14-18, comme le monde du cheval est en train de disparaître parce que l'automobile supplantait le cheval, c'est l'apparition également de la bagagerie qui avait commencé au début du XXe. Et c'est comme ça que vous avez des maltiers qui se sont après tournés un peu plus vers la bagagerie, des selliers qui finalement propose après une gamme de bagages, puis après de sacs à main. Et c'est la raison pour laquelle ils franchissaient la porte que vous avez franchie, Louis Vuitton en personne, Émile Hermès, etc., venaient ici pour approvisionner. Mais c'était des artisans reconnus et c'était chez Pourçain qu'on se rendait. Nous sommes à l'origine du luxe français parce que Maison Pourçain existait avant Hermès et avant Vuitton. Et une des particularités de la Maison Pourçain, au travers de ses 180 ans d'histoire, c'est qu'elle travaille le laiton sous différentes formes. On ne va pas travailler une pièce fil comme j'ai ici dans la main, où là c'est des bobines de fil que vous avez vues tout à l'heure. Ce sont des machines qui ont une forte capacité de production. Elle va savoir produire entre 50 000 pièces à 200 000 pièces jour. Par contre, si on travaille sur un produit de fonte,
en lançant des productions de 50 à 100 pièces en fonction du volume. Et là, par contre, il y a un vrai travail artisanal puisque la main de l'homme va devoir ébarber, émeuriser la pièce quand elle sort de la fonderie. Et c'est là où le savoir-faire est extrêmement important dans nos secteurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est très reconnu dans le monde équin parce que la majorité des accessoires dans l'attelage et dans l'équitation sont faits à base de produits de fonte. Et il faut savoir que dans la maroquinerie, quand on travaille un produit en laiton, vous ne voyez pas forcément que c'est du laiton. Là, je vous ai pris une pièce ici en palladium. Pour passer la pièce de cette couleur-là à celle-ci, on va galvaniser. La maroquinerie de luxe, notamment, parce que c'est le sujet, vont du coup appliquer une galvanisation en or ou en palladium. Au vu de ce qui se passe depuis 3-4 ans, effectivement, on voit les cours de l'or qui augmentent. Et il y a un procédé qui est parfaitement maîtrisé par les Chinois, qui s'appelle l'inox PVD. C'est une vapeur de métaux qui est mise sur la pièce et qui va utiliser 10% d'or, 10% de ce qu'on met en principe dans une galvanisation. Ce procédé-là, il est utilisé déjà dans beaucoup de secteurs, notamment dans la bijouterie fantaisie. Quand vous voyez des boucles d'oreilles qui brillent bien, etc., qui sont toutes légères, c'est déjà de l'inox PVD. Quand vous achetez des couverts pas trop chers, là, qui ont parfois même la couleur du laiton, etc., c'est de l'inox PVD. Les grandes maisons ont envie de faire des économies, celles qui ont moins de respect sur l'authenticité de leur production. Et étonnamment, dans le luxe, on remplace le laiton doré à l'or avec de l'inox PVD. Et moi, ça me révolte, si je dois porter le chapeau du révolté français. On était déjà au fait depuis quelques années que du coup, il y avait une certaine volonté de passer à l'inox plutôt qu'au laiton. Et là, du jour au lendemain, on m'annonce il y a 2 mois que du coup, c'est terminé le laiton, monsieur le maire. On va passer dans l'avenir à l'inox. On passe de 500 000 boucles à zéro. J'ai 55% du chiffre d'affaires ou tout au moins 55% du travail fait dans l'usine pour ça qui va devoir être supprimé en l'espace d'un mois sur un simple mail. Si vous me supprimez la partie industrielle qui me permet d'alimenter l'entreprise, alors du coup, je n'ai plus les moyens de financer les jeunes que j'ai formés. Je rappelle que quand j'ai repris la maison pour ça il y a 8 ans, il n'y avait plus qu'une personne et demie dans l'atelier et qu'aujourd'hui, on est 11. Et c'est une hérésie à mes yeux, je n'y croyais absolument pas, parce que l'inox, déjà dans un premier temps, au niveau environnemental, c'est un matériau qui est composé de chrome, 18% de chrome et 13% de nickel. Les plus gros fournisseurs de ce métal en matière première, ça reste l'Asie. Est-on allé voir comment est-ce qu'on cultive le chrome, comment on cultive le nickel dans ces pays-là? Le fil laiton ne contient pas de plomb depuis toujours, donc on est déjà aux normes avant même que les normes existent. L'inox est un métal très résistant, beaucoup plus dur que le laiton. Pour pouvoir travailler l'inox, du coup, il faut beaucoup plus d'énergie. Nous, on nous demande depuis 5-6 ans en tant qu'usine de réduire nos coûts énergétiques. Si aujourd'hui on me dit il faut passer à l'inox, alors du coup, je suis obligé de prévoir, d'augmenter, pour ce qui est en tout cas du matrissage à chaud, 50% d'énergie en plus pour faire fonctionner les machines. Quand on se retrouve concurrencé, voilà ce qui se passe sur le marché. Vous allez avoir ici un produit qui effectivement est en inox. C'est taillé à la serpe. Cette expression, c'est dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que là, on voit, vous voyez, au reflet, on voit qu'ils ont mis un coup de marteau et de l'image sur les côtés pour avoir un ardillon. Et ça, c'est censé être du haut de gamme, hein, du haut de gamme en inox. Quand on est quand même sur du luxe, qu'on appelle du luxe, bon sang de bois. Et quand je dis du luxe, hein, c'est des sacs à 3 000, 4 000, 5 000 et peut-être plus. S'il vous plaît, respectons la tradition française et l'éthique du luxe à la française. On maintient ce type de qualité. Toute la magie du laiton, donc là on travaille sur la fonte laiton et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des ciselures parce que ça, avec l'inox, on ne l'obtient absolument pas. On va avoir un crochet de sellette boule ici, voilà, sur une simple pièce comme celle-ci. Ça, c'est une pièce assez standard, on va dire, dans l'attelage. Quand vous repérez un crochet de sellette comme ça, mais vous voyez que la boule, elle est un peu, on a plus l'impression que c'est une olive ou on ne sait pas trop, elle a une forme un peu bizarre. Avec le laiton, on obtient effectivement une vraie pièce qui est relativement fine. Ça finit en pointe ici, alors qu'avec l'inox, tout ça, c'est grossier. Et c'est là où je dis qu'on perd vraiment en misant sur l'inox, parce qu'on perd la culture patrimoniale de l'accessoire en laiton. Parce que c'est une de ses propriétés premières, c'est que le laiton est beaucoup plus malléable que l'inox et on obtient des formes qui sont esthétiques avant tout. Voilà, là on est sur de l'art déco, vous voyez, toute cette finesse-là, on ne l'obtient absolument pas avec l'inox. Si on veut préserver cette possibilité-là, si on ne nous alimente pas en nous passant des commandes et en maintenant, moi mes gars qui ont 8 ans de maison et qui essayent de préserver ce savoir-faire-là, il va disparaître et puis voilà, dans 10 ans, plus personne ne saura travailler ces pièces de cette manière-là.